Bonsoir tout le monde. C'est notre quatrième émission de Explore ton centre qui a l'air de plaire, donc on a décidé de continuer tant qu'on peut. Et c'est bien intéressant parce que ça nous permet de, d'explorer justement le centre, mais à travers le vécu des unes et des autres et de la vie interne d'un centre comme le nôtre, vu à travers les gens qui le fréquentent. Donc, c'est quelque chose qui se veut vivant et qui donne comment je dirais, un regard plus humain que de faire des listes de toutes les activités et de ces immenses choses qu'on peut proposer dans notre centre, intéressantes et inspirantes. Là, c'est plus vu à travers les gens qui sont ici et qui sont des pratiquants, qui sont des enseignants, sachant qu'on peut être les deux à la fois, bien sûr, forcément les deux à la fois même. Et, voilà, donc on avait suivi au départ une certaine progression en travaillant sur les lignées, c'est-à-dire d'où vient notre centre, comment il s'est installé ici, et puis euh, dans quelle direction il s'en va. Donc aujourd'hui, c'est notre quatrième rencontre, et puis notre invité ce soir, c'est André Lapierre. Bonsoir André, donc Bonsoir. officiellement cette fois-là. Et puis donc André est une des anciennes directrices du centre, euh, non pas si j'ai bien compris, parce qu'il y a On longtemps que aura j'ai compris, l'occasion d'y revenir, bien sûr. et puis qui est une enseignante, une instructrice de méditation, etc. Donc qui connaît bien le centre, mais surtout qui connaît bien le fondement du centre. Et donc j'ai trouvé intéressant de parler avec elle de c'est quoi venir dans un centre, pourquoi on vient dans un centre. Donc la question qui lui a été posée, c'est pourquoi toi tu es venu dans ce centre, qu'est-ce que tu es venu chercher ici, en dehors des enseignements bouddhistes, en dehors des enseignements Shambhala. Qu'est-ce qui peut attirer toi en tant que personne euh, dans un centre comme celui de Montréal, peut-être en comparant par rapport à d'autres expériences. Et puis voilà, mais je voudrais d'abord que tu te présentes sur un peu qui tu es pour les personnes parce que comme c'est une émission qui peut être vue par des gens du grand public, donc Oui, qu'on ben sache un peu qui tu es. Nous, on le sait déjà, mais ouais, mais on peut mettre, bonsoir, quelques petits repères. Alors, effectivement, je suis André Lapierre et je suis arrivé à Shambhala en 1992 à peu près. Alors, écoute, on fait 30 ans. 30 ans cette année. Et 92, c'est aussi peu de temps avant que j'entre à la CSN, où je vais travailler jusqu'en 2017. Donc, ça correspond à des zones ou des rencontres importantes, puis qui représentent au fond de la stabilité. Et moi, pour préparer ce soir, ben, j'évoque bon, différents moments importants pour moi, mais aussi un peu ce que j'espère, c'est un peu des interactions, mais aussi l'atmosphère, des fois, quand on va dans un centre, notamment dans les grands centres, tu sais, puis là, il y a ces moments de relax au salon où est-ce qu'on jase, puis là, les uns et les autres racontent leur histoire, et c'était un peu mon approche aujourd'hui, parce que, bon, depuis quelque temps, mais en particulier depuis que j'ai animé le 50e anniversaire du centre, je suis dans les affaires du centre, les histoires, et bon, comme j'ai travaillé en recherche, je fais souvent de la documentation, etc. Donc, j'ai retrouvé des vieux trucs, entre autres des rapports annuels de Shambhala. Tu vois, j'ai apporté celui de 97, assez intéressant parce que c'est la période où John Rockwell était directeur de l'organisation qu'on appelait Shambhala International à l'époque. Et dans ce numéro en particulier, présente toutes sortes d'autres maîtres invités à un endroit ou à un autre dans les centres Shambhala. Il y en a à ce moment-là presque encore déjà 150. Alors, moi, quand j'arrive au centre Shambhala, c'est en 92. Et donc, en fait, ce qui m'avait allumé, moi, j'avais lu Le mythe de la liberté quand je vivais dans le Bas-Saint-Laurent à l'époque.
Et j'avais trouvé ça à Coop du Cégep à Rivière-du-Loup. Et ça m'avait plu, ça m'avait comme, ah, le mythe de la liberté, c'était comme impressionnant, puis un peu à contre-courant. J'avais suivi un cours de philo en auditrice libre au Cégep. Et puis à cette époque-là, j'étais impliquée dans la radio communautaire. Alors je vois ça. Puis le sous-titre, c'était La voie de la méditation. C'est pas surtout la méditation que j'avais retenue, puis il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Moi, je faisais du yoga, mais ce livre-là, paf, j'ai fait un résumé de lecture, des petites notes de ça, puis je l'avais lu très, très attentivement. Puis par la suite, j'ai déménagé à Montréal. À un moment donné, des amis me parlent d'Armadatou à l'époque, hein, centre d'Armadatou, et fondateur Shogun Trungpa. Oh ben là, c'était comme une invitation. Il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe là. Puis comme j'avais poursuivi quand même un peu de yoga, et puis en yoga, c'était intéressant parce qu'une fois qu'on faisait les choses avec le corps, il y a le travail de la respiration. Puis là, l'esprit commençait à me dire, ah ben oui, travailler avec l'esprit, ça aurait de l'allure aussi, ça, de voir les gens qui travaillent avec l'esprit, qu'est-ce qu'ils font. Alors, je suis arrivé avec énormément de curiosité. Et mon premier programme, à ce moment-là, le local, c'était le Dharmadhatu sur l'avenue du Parc, là, au 4e étage. Magnifique, 3 salles. Et mon premier programme niveau 1 avec Puck Kasma, avec qui je suis toujours en lien. Et tout de suite, là, ben, déjà faire le niveau 1 comme ça, de but en blanc, c'était quelque chose parce que c'était vendredi soir, samedi, dimanche. On méditait quand même passablement. Et un peu étonné d'avoir réussi à passer à travers cette fin de semaine-là, je me rappelle de la conclusion qui est ben, continuer. Et j'avais persévéré à installer une pratique régulière à ce moment-là. Alors c'était assez impressionnant, puis il y avait passablement de monde qui fréquentait ce Dharmadhatu à l'époque, en 92. Et le niveau 2, c'était la directrice de Karma Chilling. Pema Chodron était venue en 93. Shirley Peace, des gens qu'on a connus, des gens qui venaient de l'extérieur, ça arrivait assez souvent. Et tout de suite, mon premier souvenir, je dirais c'est la première époque, c'est qu'on faisait tous les niveaux. On voulait suivre notre cohorte. Et à cette époque-là, on faisait les 10 niveaux en 2 ans. Alors, wow, c'était quelque chose. Parce que on suivait les rythmes et puis même si on se faisait dire non, non, suivez pas les rythmes comme si vous attendiez l'autobus, c'est pas ça, il faut sentir qu'on est prêt. Mais tu avais développé un peu un petit groupe avec lequel tu socialisais, puis on y allait, puis on faisait les niveaux. Alors maintenant que j'enseigne cette session-ci, je vois dans la vie quotidienne qui accompagne le niveau 3, tu te rends compte de ce grand changement-là, d'avoir proposé des rencontres régulières pour discuter d'un contenu. Parce que moi, je trouve que c'est très, très utile, très pertinent, parce que rétrospectivement, tu dis, ça allait vite un peu. Ça allait vite un peu, puis aussi, il y avait aussi d'autres maîtres des fois. Et il y avait, là, c'était la fascination aussi, peut-être un côté un peu exotique aussi, parce que là, tu découvrais ça, là, la culture tibétaine, la réincarnation, il y avait un matériel pas mal impressionnant. Et puis moi, qui est une curieuse et studieuse un peu, j'en avais plein mes bottines, tu comprends bien. Il y avait beaucoup de monde dans les niveaux à cette époque, il y avait combien de personnes Ben, nos en gros? niveaux, nous autres, moi, je dirais qu'on était certainement toujours une bonne douzaine. Ça pouvait aller 15, des fois 20. Puis, il y avait des gens qui fréquentaient le centre, qui venaient assister à des causeries, par exemple. Et puis, on les voyait à la réception. Puis, évidemment, ils étaient staff dans les programmes. Et puis, le premier centre, il y avait 3 salles. Alors, il y avait déjà une salle qu'à l'époque, je crois qu'on disait la salle bouddhiste. Il y avait une salle Vajrayana, puis il y avait une salle qu'on appelait Shambhala.
avec les coussins bleus dans la salle Shambhala, puis moi, j'ai commencé là. Mais c'est ça, tu sais, il y avait déjà cette ambiance-là, puis des fois, tu entendais les clochettes des tantrikas qui faisaient leur pratique, ou bien des gens qui arrivaient, puis les festins. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Et moi, ça, je suis en 1992. Et en 92, le Sakyong a déjà pris la tête, si tu veux, des centres Shambhala. Et c'est l'année où il va dire, on va se désigner centre Shambhala. Puis je sais pas si c'est tout à fait là, mais dans notre grande salle, il y avait deux hôtels, puis après ça, il n'y en a eu rien qu'un. Puis c'était l'hôtel Shambhala. Parce qu'il y avait trois voies quand on arrivait, nous autres. Il y avait la voie Nalanda, il y avait la voie bouddhiste, puis il y avait apprentissage Shambhala. Puis quand j'ai fait mon assemblée des guerriers assez rapidement en 94, il y avait comme un peu cette dichotomie dans nos esprits de toi, es-tu bouddhiste ou t'es-tu Shambhala? Et puis il y a ceux qui disent c'est pareil, c'est la même chose, tu vas voir, tu vas le découvrir. Ah oui, bon. Mais disons qu'on avait tendance à penser que bouddhiste c'était plus avancé, puis que nous autres on était dans la voie pour commencer, puis on avait amplement de matière. En fait, on en avait énormément, puis c'est rétrospectivement qu'on se rend compte qu'on entend souvent cet enseignement-là, de prendre notre temps, d'y aller vraiment comme on est capable de l'absorber. Mais des fois, on ne le comprend pas trop dans l'avidité du nouveau. Alors, ça, c'était cette première étape-là. Et à cette époque, ça a changé quoi dans ta vision de cette Euh, première période, je dirais, ben, par rapport à ce que tu étais venu chercher? ben, tu vois, 92, euh, moi, un peu, je pense que je vais rentrer à la CSN en 94, donc j'ai fini ma maîtrise. J'ai une quarantaine d'années et je commence à installer une pratique. Donc, mais, tu sais, c'est un petit peu à cloison, là. C'est en tiroir, mon affaire. Là, je fais ça, puis après ça, je fais autre chose. Puis j'ai un travail à plein temps aussi. De sorte que il y a comme une espèce de stabilisation qui s'installe. Mais je me rappelle d'arriver à Shambhala, c'était la chose que j'avais toujours cherchée. Dans mon éducation d'enfant, un peu le monde religieux, etc., il y avait cette idée d'un monde où, comment dire, on est apaisé, tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'était pas encore le gros monde politique. Puis je me disais, hey, là, c'est là. Une première connexion que, ah oui, là, ça, c'est ma place. Tout était cohérent, puis j'avais cette joie de dire, ah, j'ai trouvé ça. Et là, c'était plus intérieur. Je suis pas sûre que j'étais tout à fait capable d'exprimer beaucoup ce que ça représentait. Puis, en fait, j'ai été assez lente à pas trop parler de ma pratique. Il y avait un côté très privé de ça. Et c'est vraiment dans les grands programmes. Puis à un moment donné, il y a eu cet encouragement-là, ben, notamment avec les cours puis les diades, de s'encourager à parler de notre expérience. Alors, c'était la première cloison, là. C'est comme, t'en parlais, mais en groupe, dans les discussions ou dans une rencontre individuelle. Mon premier instructeur, ça a été le co-directeur, là, c'était Seth Levinson, qui était directeur avec Catherine, à l'époque, quand on était boulevard Saint-Laurent. Et puis, au fil de mes 2 ans où je faisais l'apprentissage Shambhala, euh, j'ai évolué vers Esther Rochon, qui a été mon instructrice jusqu'à ce qu'elle quitte Shambhala pratiquement. Mais je me rappelle déjà, ça c'était une première affaire de qu'est-ce que c'était que cette affaire-là, que l'instructeur, est-ce que c'était un gourou? Puis j'en avais un peu comme un questionnement de loyauté, là, est-ce que je pouvais changer? Puis là, j'en parlais, bon. Et puis avec Esther, ben, son profil d'écrivaine, science-fiction, on avait des petites connexions au bas du fleuve, connaissait ma marraine, etc. Mais c'est la lecture du Cristal du Diamant qui avait marqué que, oh, j'aimerais ça étudier avec elle. Parce que là, il y avait
une transposition du monde dharmique dans son œuvre, particulièrement dans les Chroniques infernales, mais ce livre-là, Le Cristal du Diamant, déjà, tu es dans un monde, on est dans la sorte de fiction, mais elle a travaillé avec ça, puis des fois, au fond, je cherchais à trouver du dharma dans certaines de ces images, de certaines de ces métaphores. Dans les Chroniques infernales, par exemple, c'est le déplacement des enfers. Alors, c'est assez intéressant comme métaphore de qu'est-ce qu'on fait, puis les différents mondes, puis nos mondes intérieurs. Puis de temps en temps, elle a des tirades là-dedans, elle parle à ses ancêtres, elle parle à ci, elle parle à ça. Puis je mets ça, puis c'est une très belle plume, Esther, c'est une grande classique d'une certaine façon. Là, ça, elle cite Baudelaire, elle cite différentes personnes. Alors, c'était impressionnant. Puis elle aussi, c'était quelqu'un qui donnait des enseignements d'une grande précision, qui voulait être dans, au fond, la rigueur de ce qui était Shambhala. Puis là aussi, en fait, assez tôt, on était comme introduite à, ah oui, les autres centres, mais le premier centre qui attirait, c'était Karmachuling. Là, on voulait tout aller à Karmachuling, puis la première fois que tu vas à Karmachuling, c'est quoi? Et là, ben, moi, j'avais fait un niveau là-dedans parce que j'en avais loupé un. En tout cas, j'étais allé le faire là en anglais. Puis là, c'était comme, oh! Puis là, tu rencontrais des gens, puis là, tu entendais des histoires. Puis tout ça était assez fascinant. Assez fascinant. Puis en fait, les grands programmes m'ont toujours fait cette même joie, cette même connexion de surtout les grands programmes en été, de dire on est tous des adultes, puis nous autres, on fait ça avec nos vacances, on est ici, et puis on est ensemble à étudier, à réfléchir. J'ai toujours aimé la dynamique un peu de discuter ensemble. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que ça te fait? Et ça, j'ai toujours trouvé ça très, très impressionnant. Évidemment, il y avait des fois un peu la barrière de la langue qui pouvait être fatigante après un programme, là, après 2 jours ou plus encore, mais ça en valait la chandelle, quoi. Fait que ça, c'est la première phase, je Premier dirais. mouvement de la symphonie. Oui. Puis je dirais qu'un deuxième moment marquant aussi, c'est le premier Datoun. Alors ça aussi, c'est impressionnant. Moi, j'ai fait un Datoun à Carmatuling et puis je crois qu'on était au moins 7 de Montréal. Élise était là, Daniel Lamoureux, Claire Chadwick, Christopher Sandroy à l'époque, Mario Lavoie. Benoît et Gisèle étaient des instructeurs de méditation dans le programme. Benoît nous enseignait le style Ryoki pour les repas. On était en silence la plupart du temps, 4 périodes de pratique par jour. C'était une expérience marquante. Parce que des fois, il y avait juste une causerie, 20 minutes, puis autrement, tu étais dans tout ça, de dire ah. Et là, tu entendais que ça, c'était juste le début de ce qu'on appelle une pratique sérieuse, puis il y en a qui en faisaient plus, puis bon, là, on entendait dans les curriculums des grands maîtres des années dans les grottes, et tout ça, Mais là, vous faisiez, de quoi s'agit-il, tu vous sais? faisiez directement un mois ou c'était Ben, par petits bouts? à cette époque-là, c'était un mois qui était le prérequis pour aller faire les séminaires, qui étaient à l'époque des grands séminaires de 10 semaines. Moi, j'ai pas fait celui-là, mais Élise puis Annie Laudreau, en fait Daniel, qui était à mon Datoun en 95, les autres, elles sont allées dans le séminaire grand format, mettons. Et moi, j'ai fait mon séminaire Sutraina un peu plus tard, en 2004. Donc, j'ai laissé passer du temps. Moi, j'ai pris refuge en 99. Alors déjà, avec Esther, elle disait, non, non, bouscule-toi pas, prends ton temps, tu vas le sentir quand tu vas dire, ben, ça y est, je suis prête à franchir cette étape-là. Euh, Ma vie spirituelle ou mon engagement à pratiquer. Puis Élise a souvent été un peu une référence, d'une part parce que c'est une amie proche, on a fait beaucoup de programmes ensemble. Puis Élise était souvent une cohorte en avant. Et puis,
pour Élise, c'était devenu le cœur de sa vie. Puis souvent, c'était comme, oh, oui, là, c'est comme un stade de plus, mais c'était un modèle un peu. Puis aussi, ben, on avait des conversations, puis je voyais au fond que ça signifiait. Elle disait, tu sais, à un moment donné, ben, je fais pas telle activité parce que je veux mettre du temps sur ça. Et je trouvais ça impressionnant. Je trouvais ça un repère utile. Puis au Datoun, ben, j'avais comme compagne, pas de tante, mais pas loin, ma tante voisine, Annie Laudreau, qui n'était pas encore Annie Laudreau, et qui avait peur des ours, qui m'attendait pour monter le soir quand on retournait dans nos tentes. Parce que tu es réputé faire Ben, terroriser les ours. non, je n'ai pas de réputation de chasseuse d'ours, mais moi, j'avais pas peur. Puis au fond, Carmatuling, il y avait un côté plein air que j'adorais. J'ai souvent été dans les programmes où moi, je me logeais en tente. J'ai fait même jusqu'à ma première assemblée de scorpions en 2016 dans la tente. Et j'aime plutôt ça. Mais c'est vrai que, tu sais, là, il y a les petits animaux, des ours, moi, j'en ai jamais vu là-bas, là. Mais Danielle, elle avait un peu peur, puis c'était attends-moi, puis la lampe de poche, et puis bon, euh, des choses comme ça. Mais déjà, Danielle, elle avait, elle avait un engagement, elle avait une foi de oh, moi, c'est toute ma vie, je voudrais faire rien que ça, je vais faire ça. Elle va finir par partir à l'abbaye en 2000. Mais déjà en 96, là, ben, d'une part, elle avait ses propres défis personnels, puis elle disait, oh, j'aimerais être juste dans le dharma et étudier ça. Puis oui, elle, d'ailleurs, je pense qu'une de ses phrases en rentrant, elle aussi, elle avait Esther comme instructrice, puis elle était sûre qu'elle était déjà bouddhiste, puis elle avait beaucoup lu de choses, puis elle disait comment qu'on officialise ça. Moi, je suis sûre que je suis bouddhiste. Et puis, Esther avait dit on se calme, mais commence par arriver, puis pratiquer, puis tu vas voir qu'est-ce qu'on fait avec ce chemin-là. Alors, c'était assez fascinant. Je te laisse me questionner déjà s'il y a d'autres choses que tu veux voir. Oui, l'histoire d'Annie Laudreau, c'est intéressant parce que c'est quand même quelqu'un qui reste très actif Oui, dans notre communauté, dans notre sangha. Et c'est intéressant justement par rapport à la question de départ qui est qu'est-ce qu'on vient chercher ici, etc. Comment tu comparais ton cheminement et le sien, sachant que vous étiez proches et que vous aviez plein de choses en commun, mais en même temps, manifestement, des choses ben en c'est ça, différent. c'est que chaque personne dans sa pratique est avec son karma, avec ses propres manières de comprendre, ses propres défis personnels. Hmm. Alors, elle, je voyais que déjà, elle avait travaillé dans le milieu politique, des grosses pressions, travail de communication, etc. Et puis, bon, les enjeux relationnels aussi, elle avait son fils aussi. Et puis, je pense que au fil de son enseignement, de sa pratique, de ses études, euh, s'il y avait cette conviction-là, oui, moi je vais là, je suis prête pour ça. Puis, tu sais, elle a son passé un peu radical, Danielle, là, tu sais, je sais pas, marxiste ou quelque chose comme ça, là. Puis elle disait, ben moi, si je m'engage, c'est à fond, tu sais. Alors, pas de demi-mesure. Puis je me rappelle de son bien cuit parce qu'elle avait des amis. Puis là, le slogan, c'était ils ne garderont pas. Je vais y aller, etc. Puis ils disaient ils ne garderont pas, ils ne garderont pas. Elle fumait, elle aimait prendre un coup. Puis ils disaient non, non, ils ne garderont pas, Daniel, ça ne marchera pas. Mais elle est allée. Puis elle y a vécu. Puis moi, j'avais une correspondance à ce moment-là avec elle parce que on aidait un peu les personnes qui partaient comme ça pour une longue période. Qu'est-ce que ça veut dire, garder un Hmm. contact aussi? Bah, c'est pas simple. Non, c'était, Hmm. c'était beaucoup de choses. Puis avec son franc-parler habituel, là, j'ai appris à faire des petits gâteaux, puis la vie de groupe, et puis elle dit, on est comme dans le même sac de patates, tu sais, ça fait que c'était pas toujours rigolo, mais elle aussi, sa passion pour l'étude était telle
que là, elle disait, là, on va commencer tel programme d'enseignement pendant 3 mois. Et puis, je pense qu'il y avait encore, c'était Trenggur Rinpoche qui était l'abbé de l'abbaye qui a été nommé par Trungpa. Puis il y avait Annie Pema, il y avait Annie, Pema Chodron qui y était aussi. Alors, Qui c'était est pas. toujours, Hein? qui est toujours. Ben, à temps partiel, Mm. mais elle y était. Puis aussi, pour une grande organisatrice comme elle disait Oh my! Alors là, j'en avais des choses à dire. Puis elle m'a dit T'es pas venu ici pour ça. Et puis il y en avait un autre qui était assez sévère. Puis à nous initier un peu aux pratiques de. Je sais pas comment ils appelaient ça, là, mais c'était comme un peu des confessions régulières qu'ils faisaient de. Bon, moi j'ai besoin d'aide pour tel aspect, puis pour tel autre, puis pour tel autre. Ça fait que il pratiquait constamment. C'était ça que tu réalisais. Qu'il n'y avait pas grand vacances. Elle allait des fois chez Tican ou quelque chose comme ça là, en Nouvelle-Écosse. Mais l'enjeu, c'était ça. Puis là, tu voyais quelqu'un qui, dans sa correspondance, dans sa manière de parler, disait Bon, je réalisais, comme je pense surtout à moi, quand je vais au magasin, puis là, tu constates que, tel a fermé, a fait faillite. Tel autre défi du milieu, c'était ça. Puis là, elle disait, tu sais, moi, j'étais juste en train de penser à mes petits bonbons, là. Regarde, il y a une autre dimension que ça. Et puis, c'était très riche, au fond, de voir toutes les observations qui étaient partagées, ce qui était continu. Puis aussi, ben, chaque responsabilité qu'elle avait. Alors, tu sais, elle est devenue une formidable enseignante aussi, certainement grâce à ce bain-là incroyable. Je vois Jim et Francesca, là, watch out, vous autres, là, partez 3 ans, là, ça va vous transformer aussi si j'en crois ce que j'ai vu avec Daniel, parce que euh, était imprégnée des enseignements. Ce qui, dans le commun d'un centre, on a des bons enseignants, on a des fois des enseignants très sérieux, très solides. Esther en était une, Gisèle, Benoît, Stéphane, mais chacun avec son style, tu sais. Benoît est un enseignant aussi assez poussé, puis depuis son séjour à Halifax, je me rappelle quand il a annoncé, moi j'ai pris sa succession en 2009, il était co-directeur avec Ghislain, puis il disait, moi je veux suivre le Sacrum. Et puis, c'était pour ça qu'il partait vivre à Halifax et il est devenu un peu éditeur de certains textes du Sakyong et il est souvent une référence pour plein de gens. Dans quelle causerie tel thème? Non, non, va là, non, va là. Il les connaît, il les a épluchés, etc. Comme d'autres éditrices connaissent aussi très bien les œuvres de Trungpa, ses travaux, puis avec les éditions, il y a toujours des raffinements. Puis en fait, au fil de les fréquenter, on se prend à ce plaisir-là, au fond, de relire des textes, puis de comprendre, puis d'une fois à l'autre, on en comprend toujours plus. Ça fait, c'était un peu ça. Puis les grands programmes, c'est un autre moment parce que les grands programmes, comme moi, mon Assemblée des guerriers 94 à Carmichael, par exemple, c'est 300 personnes. Alors, c'est déjà toute une organisation, toute une vibration. Puis aussi, on est invité à participer. Alors, on a les rotas, mais il y a des festivités, des shows amateurs qui vont chanter, danser, faire un sketch, etc. Tout ça, là. Et moi, comme jeune lesbienne aussi, be yourself, un peu be yourself, c'est pas tous les jours pareil, cette affaire-là, puis qu'est-ce que je veux partager ou pas. C'est pas toujours clair de, OK, comment on fait ça? Et ça, c'est allé en s'améliorant en ce qui me concerne au fil du temps. Mais au début, je me rappelle de ce constat-là aussi quand j'étais au Datoun. Je me rendais compte que je parlais pas beaucoup. Moi, le silence, ça faisait bien mon affaire. C'était pas pire, ça. Mais je n'étais pas sûr que pour quelqu'un de ma nature, c'était si bon que ça. Et quand plus tard, le Sakyong, ben, d'une part, a réduit les exigences pour le séminaire Vajrayana, là, parce qu'avant, là, c'était les 108 000 prosternations, 108 000 ci, 108 000 ça. Moi, je voyais Élise là, qui était engagée là-dedans. Puis là, je me disais, non, moi, je ne me vois pas faire ça. Là.
je me vois pas donner tout ce temps-là. Puis ça créait un déséquilibre pour un centre, ou en tout cas un défi additionnel. Tes étudiants les plus avancés étaient pris à faire leur non-trop. Fait qu'ils étaient moins disponibles pour être au centre. Je me disais, quelle bizarre affaire. Ça fait que quand le Stakiang a annoncé ça, moi je me disais, OK, là je peux faire un pas vers l'avant. Je peux aller étudier plus parce que moi je me disais, il faut que ce soit plus accessible dans ma vie, faire ça parce que les grands engagements sur la durée, etc., en ce qui concerne la pratique, c'est quelque chose. Même aujourd'hui, pour moi, ça demeure. Il y a un défi, mais ça va bien, mais disons que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un datoon. En fait, j'apprécierais d'en faire bientôt. Mais c'est ça, la vie étant ce qu'elle est, je n'ai pas trouvé le temps de repartir en retraite, mais c'était assez valorisé quand j'ai commencé aussi. Puis, tu vois, Esther, elle faisait une retraite en cabane, puis beaucoup de gens allaient puis en faisaient. Quelqu'un comme Puck disait, moi, je vais à Carmotchilling si je veux faire une retraite, pas nécessairement dans une cabane, mais dans le mini-hôtellerie qu'il y avait à l'époque, puis je vais pratiquer. Puis je peux rencontrer un instructeur, avec qui je peux partager mon questionnement. Ça fait que pour moi, c'était très riche de découvrir cette vie communautaire-là, grande, cette grande communauté aussi, Ça parce devient une que, famille. oui, ben, c'est le Toutes les côté, familles ne sont pas forcément sereines. oui, oui, c'est ça. Pour moi, la famille, c'était plus facile avec Montréal. Moi, je me rappelle que j'ai eu un moment de connexion, probablement après mon séminaire Sutrayana, où ben, j'offrais de la disponibilité. Je pouvais être au musée ou des choses comme ça. Puis finalement, tu te mets à raisonner à des choses. Tu te mets à raisonner à. Moi, j'aimais aller à la Sadhana de Mahamudra. Ce chant-là me faisait un effet toujours incroyable. Je me rappelle de Liliane Busby dans sa manière de réciter et quelqu'un comme Esther qui disait, tu prends ce que tu peux dans un texte, André, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Si tu aimes ça, c'est déjà un bon signe et toi, tu rentres en contact avec ça. Alors, je me rappelle que d'aller à ce centre-là, au centre-ville, là, quand on était au 5e étage, et c'est ma place. Alors, régulièrement dans ma vie, c'est venu ces moments-là où je disais, je suis là. Et puis, mon mandat à la direction a aussi été une autre occasion d'affirmer, puis je dirais, d'approfondir ce plaisir-là. Parce que, J'aimerais bien que tu me détailles ça. Je me sens concerné. ben oui, parce que, C'est cette question qu'on me pose souvent, qui est être à la direction d'un centre comme oui, Montréal, oui, c'est aussi une pratique. Alors, oui. en quoi pour toi ça a été une pratique? Ben, moi, ça a été une foule de défis en 80. Moi, j'ai pris le poste en 2009, donc Benoît partait pour Halifax. Mais moi, j'étais toujours au travail. Et je l'ai cumulé avec mon travail. Puis au départ, on n'avait pas des limites très fixes, mais je pensais que je m'engageais pour 3 ans. Mais finalement, j'ai fait un premier chantier au centre-ville parce que le toit, les plafonds s'écalaient. On a fait un travail de peinture. Je pense qu'on a fait l'ensemble du centre. Mais c'était un méga chantier. Et puis, comme je n'étais pas si bonne que ça en administration, penses-tu, on n'a pas même négocié de se faire fournir la peinture. Puis nous autres, on a mobilisé du monde. Là, il y avait du monde, hein? Et puis, on avait des échafaudages, et puis envoyé donc. Puis, on a vraiment mis ça beau. Puis, je me rappelle qu'il y avait un consultant Feng Shui. Puis, bon, à ce moment-là, à l'époque, c'était l'église Saint-James en face. Saint-James, c'est comme ça qu'elle s'appelait. Et puis, elle était encore à briller. Maintenant, elle a été dégagée, puis elle est dans sa splendeur. Mais c'était ça, la rue Sainte-Catherine. Puis des fois, on a utilisé cette église-là pour, moi je me rappelle, le John Tigard Control, je pense, qui est venu, ou Ponlop Rinpoché aussi.
et Edgar aussi. Alors, dans cette salle-là, et puis il y avait des activités avec d'autres centres. Alors, quand tu arrives à la direction, moi, dans cette espèce d'effervescence-là, euh, déjà l'arrivée d'autres centres de méditation était tangible en ville. Et nous, la problématique, c'était beaucoup ce rythme-là d'offrir 10 niveaux en 2 ans. C'était incroyable. Et aussi, toi, tu as de la chance d'avoir une direction études et pratiques qui est prise en charge. Moi, je ne l'avais pas. Au début, je me rappelle, on avait demandé Yvan Larrivée, qui sortait d'une retraite de 3 ans de Gampo. On disait, c'est l'homme tout désigné. Mais à l'usage, puis il y avait Annie Laudreau qui revenait de l'abbaye aussi. Alors Annie Laudreau était mon bras droit dans tout ça, puis là, elle disait, pour qu'on réussisse, il faut qu'on médite le plus possible ensemble, et c'est comme ça qu'on va enraciner le centre et tout ça. Alors, l'idée était très bonne. Elle est toujours bonne. Oui, mais le faire, le réaliser, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est un autre paire de manches. De sorte que Yvan a pris la direction études et pratiques à un moment, et puis lui, des fois, il planifiait l'année un peu sur le modèle de Carmen Schilling. Puis là, on disait, regarde, c'est parce qu'on n'a pas toutes ces ressources-là, là, nous autres, ici, là. Puis après ça, on se rendait compte qu'il aimait le monde, tu sais. Et puis, moi, c'est le rôle de régie dans la direction qui était comme peut-être le plus gros choc. Tu devais connaître tout le monde, tu devais essayer de parler au maximum de gens, et tu étais toujours en train de chercher du monde pour tout ce qu'il y avait à faire. Alors, il y avait comme une problématique d'épuisement, de on en fait trop. Après que Yvan ait finalement dit, bon, c'est probablement pas la meilleure chose que je peux faire. Il avait déjà été responsable de l'apprentissage Shambhala, puis c'est pas parce qu'il connaissait pas, il connaissait très bien les choses. C'est juste là, une question de tempérament. Puis après, Gisèle, elle a accepté. Et là, c'était drôle parce que Gisèle, elle faisait déjà beaucoup de choses. Parce que tu vois, moi, en 2004, j'ai fait un an à vivre avec elle qu'elle a lancé comme programme. Et déjà, elle faisait des choses chez elle, des groupes d'études, des rassemblements, des repas. Tu sais, elle a été comme un lieu dans la Sangha qui était précieux. Toujours. Ben, puis ça l'est resté. Puis là, elle vient d'apparaître à l'écran. Maintenant que j'ai dit son nom, je ne sais pas si elle va apparaître pour vrai. Et Gisèle, finalement, elle a accepté d'être à la direction études et pratiques. Et là, elle a développé. Et là, c'était la vision royale du poste, de tous les aspects qu'elle retournait chaque pierre, il faudrait s'occuper de ceci, de ça, de ça, de ça. Alors, quand tu es à la direction, tu te dis, ah oui, c'est une bonne idée, mais le faire, c'est un autre paire de manches. Après ça, il y avait une équipe communication aussi. Alors, autour de Sophie Doriana, que je revois ces jours-ci, il y avait Jim, il y avait Mahaman, il y avait Paul Labrèche, qui publiait un bulletin des membres, qui était merveilleux. Bilingue, Paul faisait ça. Alors, c'était des contributions intéressantes parce que on se soutenait au travers de tout ça, mais bon sens, c'était un sacré boulot. C'était un sacré boulot, puis alors c'est ça, on apprenait, puis tu sais, pour moi, ma pratique, ça a été plus une pratique en action, puis ça a été une pratique beaucoup ressources humaines. Je pense que j'ai jamais autant eu à être avec les gens tout le temps, mais je me rappelle de la joie, encore une fois, la joie qui va avec l'effort probablement, la joie de sortir des réunions du conseil, et on avait tout donné. On avait tout donné. On faisait notre gros possible. Puis des fois, je vois Francesca qui sourit, puis qui m'appelait, puis elle disait, t'es bonne, tu fais bien ça, tu fais bien ça, c'est bon. Alors là, tu disais, c'est parti pour un tour, on continue encore un petit peu. Puis après ça est arrivé le projet de déménager, parce que là, le loyer au centre-ville montait. On était rentré pas trop élevé, mais tout de suite, ça montait. Les centres d'artistes qu'il y avait là,
Encore une fois, ils partaient les uns après les autres. Et puis nous autres non plus, à un moment donné, on ne pouvait pas. Mais ça nous a valu des belles années à ce centre-là, centre-ville, puis avec des célébrations du jour Shambhala spectaculaires, avec le local d'en face là, qui était adjacent à nous, et puis du théâtre, Benoît qui joue d'une pièce de théâtre, Francesca qui fait une mara. En tout cas, moi j'ai des souvenirs émus de tout ça, puis on dansait, puis on avait du fun. Puis il y avait une fille aussi, je pense que c'est Diane Martin, elle était coordonnatrice d'une des fêtes, elle est animatrice à Radio-Canada à Québec maintenant, je la vois. Elle nous a fait un party sous le signe, je sais pas, il y avait un singe de cette année-là. En tout cas, notre place était défigurée, on avait 2 salles de danse, puis on avait eu du fun. Ça fait que c'était ça. On le faisait, puis on se ramassait comme ça. Puis je me rappelle des débriefings de beaux programmes, puis j'en voyais encore un programme avec Eric Spiegel, puis c'est Manon à la coordination, puis Manon était au conseil aussi, puis une ressource précieuse. Alors là, j'aime ça la retrouver ces temps-ci au cours, je vois dans la vie quotidienne. Elle disait là, il y a eu pas mal d'affaires quand même, là, puis là, qui va faire la calligraphie des noms que la chariot donne et qui va s'occuper de ça? Puis il y avait un transport, un hébergement. Il y avait toujours de l'imprévu. Puis avec Annie Laudreau, c'était un peu la même chose. Moi, quand j'étais en poste, là, le SACION a pris l'initiative de nommer des chastries. Alors, dans les coulisses, là, comme directrice, on t'avisait des fois à peine 3 jours à l'avance sur les autres, là, mais que vous allez avoir une nomination chez vous. Puis là, Annie Laudreau, hey André, là, il y a un job de com à faire là-dessus. Il va falloir l'annoncer. Puis Benoît était nommé chastry à Halifax. Catherine Éveilleur l'était en France. Fait qu'on était tous bien excités de nos affaires, mais c'était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis après ça, il y avait un festival qui arrivait. Puis il y avait, ah oui, là, moisson de paix. Ça fait qu'on était toujours en train de courir avec le buggy, tu comprends? Ça fait que c'était le fun, il y avait du dynamisme, puis le SACION, après, il a publié, il a fait sa retraite d'1 an, puis en 2011, il sort La lettre du soleil du matin. Alors là, c'était comme sa vision de l'avenir. Puis là, ben, Annie Laudreau, encore une fois, elle disait, ben là, il faut qu'on prépare des discussions. Et puis là, dans notre sangha, il y avait les gens qui disaient, ben là, ça, pas sûr ça me tente. Mais là, c'est pas, ça nous tente-tu, ça nous tente pas. Le Sakyong dit ça. Puis déjà commençait à apparaître dans le discours un petit peu du Sakyong, puis l'histoire le dira, puis quelqu'un comme Benoît pourrait mettre plus de précision, mais le Sakyong, des fois, il disait, êtes-vous là pour moi? Parce qu'il disait, moi, je suis là pour vous, puis je fais tout ce que je peux. Et là, il fallait répondre. Puis là, on était dans cette méga organisation. Le président Rioch, à ce moment-là, faisait quasiment une tournée du monde, là, puis il était allé dans je ne sais pas combien de villes, en je ne sais pas combien de jours. Puis il dit, je rencontre le Sakyong avec ses lunettes fumées dans une auto, et puis Howard lui donnait ses instructions. Puis il y avait des nouveaux événements avec la police à Chicago pour mobiliser sur la paix. Ça fait que tu comprends qu'on s'en allait dans toutes sortes d'affaires. Et puis après ça, sortaient d'autres personnes aussi plus proches, mettons, du siège social à Halifax, qui disaient, mais là, on n'a pas toutes les ressources pour toutes ces belles idées-là. Le système de communication ne tient pas la route. Les journées Shambhala, ça, c'était épique. On attendait l'allocution du Sakyong. Une fois sur 3, on ne l'avait pas. C'était grichou, puis là, on disait, ben, on va le lire une autre année. Mais on n'aimait pas ça, tu sais, ça faisait une autre journée, on se levait tôt le matin, etc. Puis là, au début de l'après-midi, il y avait ça. Et puis après ça, ben, c'est ça, comprendre la gouvernance. Le président Réa qui disait, si les gens qui ont peur des religions organisées, ils n'ont pas à avoir peur de nous autres, parce que pour l'organisation, on n'est pas fort, on n'est pas fort. Alors, c'était un peu ça. Et puis, je pense que le Sakyong, au fil de tout ça, lui, on comprenait qu'il avait toujours été très entouré, très guidé. Dès 95, lui, il a son intronisation comme Sakyong.
par sa sainteté Pénard Rinpoché. Et il va nommer 7 grands acharya déjà pour le conseiller, pour aider à diriger. Puis après ça, il va en nommer d'autres, puis ensuite il va y avoir encore les shastris. Mais tout gérer ça, moi je pense que le Sakyong dans ça, là, je pense qu'il était à sa limite de qu'est-ce qu'il souhaitait, voulait ou sa nature. Puis je pense qu'il était mieux, lui, je pense que quand il avait l'occasion de faire des longues retraites, en plus, lui continuait d'étudier puis de recevoir des enseignements. Puis il s'est marié au travers de ça. Moi, au moment où débute mon mandat, il va avoir la première fille dans la première année ou quelque chose comme ça. De sorte que je crois que le mariage est autour de 2005-2006. Oui, 2006. Ah, c'est ça, différents volets, mais nous, moi, quand je fais mon séminaire à Vajrayana en France, il est là, puis il nous parle de son épouse, puis qu'il le taquine, parce que tu n'as même pas de téléphone cellulaire, ça fait que c'est le Sakyong, il est dans un autre monde, il est entouré avec des gens, puis au fond, progressivement, je pense qu'il va, au fond, prendre sa place, puis il y a toujours eu un peu de contestation. Et bon, on va finir par comprendre un petit peu toutes ces choses qui se passent en coulisses, mais comme directrice, moi, ça m'a interpellé beaucoup parce qu'il voulait aussi, il y avait un focus sur le leadership, nous équiper comme directeur pour qu'on incite nos membres à être des leaders dans le monde. Parce que c'est ça, avec la lettre du soleil du matin, on était un mouvement social qui avait écrit. Alors on était là, non pas pour diriger le monde, mais appuyer des gens qui mènent des actions significatives. C'était dans le cadre de la société, enfin Ben, c'était de dans la la vision de la réflexion, société dans éveillée. la vision de la lettre du soleil du matin, société éveillée. Et puis après ça, il y a eu les foyers Shambhala. Alors ça, c'était d'autres choses qui étaient comment ça se passe chez vous, comment vous incarnez ça dans le quotidien. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été produites. Le Sakyong a vraiment produit beaucoup d'enseignements, mais je pense que quand il écrit notamment ses grands ouvrages à lui, transformer son esprit en allié, régner sur votre monde, moi je dirais qu'on est dans les majeurs, puis après il va y avoir Principe Shambhala, qui sont dans les livres, tu sais, qui font des synthèses essentielles qu'on continue de les étudier, en plus des séminaires. Mais ça nous fait comme euh, cette espèce d'évolution-là. Puis aussi, on réalise qu'au fond, tout ça a été pensé très, très longtemps, surtout à partir des grands centres. Puis les centres locaux, on n'avait pas tout à fait de place. Puis il y avait ce dénombrement, oui, il y a plus de centres. Puis moi, je me rappelle, en Europe, c'était touchant de voir les pays de l'Est qui commençaient d'ouvrir des centres, puis c'était dans les maisons et tout ça. Mais comment on pouvait soutenir tout ça? Je pense qu'à un moment donné, je sais pas, ça devait faire certainement beaucoup par rapport à l'organisation. Moi, j'étais au congrès de Cologne en 2007, puis je n'étais pas encore à la direction, mais je me rappelle d'être allé. Il y avait des groupes, puis tu vois, on bâtissait l'ordre du jour à mesure. Bon, encore une innovation. Et tu te rendais compte un peu de la fragilité. Le cœur était là, l'élan, mais tout réaliser ça, et là. Et puis, il y avait l'Amérique du Sud qui se mettait de la partie. Alors, il y avait vraiment beaucoup. Puis le Sakyong est allé retourner au Tibet, je crois que c'est 2001. Alors, hop là, on voyait, disons, la, l'envergure de tout ça. Puis, disons, par rapport à Trungpa qui avait dit, ah, moi, j'aimerais que mes livres soient vendus dans les dépanneurs, puis que ça se répande. Puis avec le Sakyong, puis dans la lettre du soleil du matin, c'était comme pour un 10 ans, puis qu'est-ce qu'on sera en 2020? Et il disait, c'est à nous de restaurer l'humanité. C'était ça le message. L'humanité, comme on le dit encore de nos jours avec la bonté fondamentale, on est là, mais on doit reprendre confiance à l'humanité. Alors, justement, par rapport à tout ce que tu as vécu, là, Oui, là où on en est oui. de ta description,
Comment tu vois la situation actuelle? Je parle d'aujourd'hui. On parlera un petit peu des perspectives de direction qu'on peut envisager, mais je parle de la direction au sens du sens. Euh, mais sur la situation actuelle, comment, je parle au niveau de Shambhala, Oui. Shambhala, mais quand même avec une forte emphase sur Montréal, puisque c'est ce qui nous intéresse. Mais on est dans un ensemble, donc on ne peut pas être séparé de l'ensemble. Mm. Et comment tu vois la situation actuelle de Ben, Shambhala Montréal? ben moi, je me réjouis de la bonne santé du centre et de l'amitié. De l'amitié qu'on a gardé, qu'on a pu garder, je pense, des bons liens, puis un dialogue, on l'a dit le 12 novembre à la journée du 50e. Tu sais, on est resté proche, puis on a été épargné aussi de méfaits qui ont malheureusement entaché d'autres vécus ailleurs. Ça fait que ça nous a aidés. Mais maintenant, moi, je pense qu'il y a des mérites à cette immense crise. Et je pense que c'est quand Chandro Rinpoche est venu ici un été et nous avait dit, hein, un cadeau n'est pas toujours arrivé dans un emballage. Moi, je trouve que ça nous a libéré un peu une attitude un peu attentiste parce qu'on attendait toujours des décisions qui allaient venir d'Halifax, du siège social, de la direction études et pratiques du Grand Mandala. Et là, la situation a fait, les pandémies par-dessus, qu'on s'est mis à créer, puis à dire qu'est-ce qu'on a le goût de faire, qu'est-ce qui est à notre portée. Et puis nous, on a pu traverser et la pandémie et la situation de la crise. On a perdu du monde, c'est regrettable, mais en même temps, on ne les perd pas complètement, on les retrouve ailleurs parce que peut-être ils sont rattachés maintenant avec le Sakyong, avec les enseignements du Potrang. Alors, moi je dis, on a une situation assez riche et avec Shambhala Global Service, puis maintenant le Shambhala en ligne qui est très dynamique et le monde Zoom. Je pense que la grosse nouveauté, c'est le monde Zoom. Et moi, je dis les améliorations au curriculum qui ont été introduites par les DIAD, puis par le Sakyong aussi, qui l'a rendu plus accessible. Et il est un vulgarisateur remarquable. Alors, moi, je dis, on a encore une richesse entre les mains. Puis moi, je dis, en dépit de tout, j'ai des mauvaises journées comme tout le monde, mais il n'y a rien qui va changer que je suis devenu bouddhiste avec Shambhala, et ça va toujours rester. Et dans le meilleur des cas, il va y avoir une évolution, puis peut-être que la prochaine dirigeante de la lignée Shambhala, de la lignée des Sakyong, peut-être dira, il y a tout un bassin qu'on a à travers le monde qui pourrait bénéficier, mais je comprends très bien moi je dirais un peu l'enlignement que le Sakyong opère en ce moment, dans le sens que d'une certaine façon, il a simplifié les choses à l'extrême. Il est l'enseignant et il remet en valeur ce qui était déjà son message, je me rappelle très tôt, il faut se connecter au gourou. Et des fois, on ne l'avait pas bien compris, puis c'est toute la notion du gourou dans le monde occidental, de pourquoi on voudrait ça. Moi, je n'étais pas sûr que j'aimais ça, là, une monarchie, puis tout d'un coup, le principe d'un gourou, et bon. Mais en retravaillant, en évoluant vers le Vajrayana, je pense qu'on comprend mieux l'importance et de la foi, la dévotion, la confiance. Et ça fait partie de ça. Puis il faut avoir une vision, disons, dans un sens spirituel de ces notions-là, et non pas dans le sens, disons, mondain ou courant du terme d'une autorité. Mais quelqu'un qui a la vision d'ensemble, moi j'aimais l'idée et de la nomination des acharyas, puis ensuite des shastris, comme pour donner du feedback. Encore faut-il opérer cette histoire-là, d'après ce que j'ai compris, ça ne s'est jamais vraiment matérialisé. Alors l'idée était peut-être bonne, mais ça, le Sakyong, il verra à la longue qu'est-ce qu'il juge utile. Et d'autre part, le lien avec les centres, je pense que ça aussi,
ça a été comme mis de côté comme élément qui dit, moi, je m'occupe pas de ça. Moi, mon rôle, c'est d'enseigner, de transmettre de mon mieux euh, ce que j'ai compris des enseignements de mon père et enrichi avec son beau-père et les enseignements sur Guézard, les enseignements d'autres traditions qu'il a reçus. Alors, moi, je pense qu'on est dans une situation très riche. Puis je me rappelle qu'entre le Sakyong en 92, parce que je relisais ses notes pour aujourd'hui, il disait l'organisation Shambhala, c'est une organisation parapluie. À l'époque, c'était on invitait des gens. Alors, je pense que peut-être on retrouvera ça, mais en ce moment, le Sakyong, compte tenu de toute la turbulence qu'il y a eu, il repart de sa propre base, vision, et aussi avec cette conscience-là de comment il veut transmettre les choses. Ça fait que moi, je spécule pas plus que ça sur l'avenir. Je sais pas toi si tu as C'est la d'autres question que j'allais te impressions. poser, c'est à travers toute cette progression qu'on a vue à travers ton partage, euh, il y a un dicton célèbre qui dit c'est avec les lumières du passé qu'on éclaire l'avenir. Euh, c'est comment, par rapport à la situation actuelle, enfin par rapport, je parle de notre centre, de la façon dont il réagit, du dynamisme qu'il retrouve, euh, comment tout ce que nous avons appris, enfin tu as appris de, de tous ces événements successifs, euh, non pas dans leur forme, mais dans leur, ce que Marjolaine avait appris, avait appelé, cette expression dont je me sers beaucoup, merci Marjolaine, c'est les énergies de la lignée, c'est-à-dire ce qu'il y a en dedans des choses matérielles, qu'est-ce qui nous pousse? C'est une espèce d'énergie qui nous pousse depuis, à travers les enseignements, mais aussi à travers la sangha, à travers le, y compris les rassemblements qu'on peut avoir, les potlucks, etc. Tout ça, il y a de l'énergie qui nous rassemble. Et là où on en est actuellement, toi, tu vois ça comment le développement du centre Shambhala Montréal, euh, à la fois dans les années qui viennent, mais aussi loin que tu peux voir. C'était un peu la question qu'on avait l'autre fois, oui. Mais c'est la question. Euh, oui, oui, mais c'est une belle question. Puis, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a quelque chose qui est heureux ici. Puis, on a réussi à franchir la grosse étape en devenant propriétaire et en ayant pu cette fragilité-là. Mais on découvre qu'il y en a d'autres, puis on a toujours le même défi de, oui, mais où sont les jeunes, qu'est-ce que c'est la relève, comment ça va se faire. De ce côté-là, euh, moi, je reste confiante. C'est sûr que j'ai vu à Montréal d'autres endroits où ils ont du monde, là. Je pense à Lignée boréale et puis je pense à Paramita, je pense, où qui ont des fois passablement de monde. Et je pense que les gens sont à l'affût, moi je dis de ce côté-là, de contact vrai, de contact authentique, de lieux où on peut réfléchir. Et je pense que cette vision, c'est d'être là où il y a de l'action en somme. Ça fait que c'est sûr que c'est le même défi. Ce côté-là, je trouve que on l'a toujours porté à Montréal de comment on va vers les gens, comment ça donne du sens. Mais la méditation, en ce moment, le gros changement aussi, c'est devenu presque prescrit par les médecins où beaucoup de gens disent je veux le faire. Maintenant, puis en plus, là, tu peux acheter toutes sortes d'affaires, puis sur Internet, tu trouves toutes sortes de choses. Alors, moi, je pense que on a un enjeu, on a quelque chose de magnifique à offrir. C'est l'enjeu de comment on va être capable d'avoir les antennes assez fines pour le présenter au bon moment. Puis je pense qu'il y a un enjeu dans, au fond, la pollinisation des centres d'intérêt, d'inviter quelqu'un d'une lignée radicale comme le lama Radowunds, que moi j'avais vu à Montréal chez des anglophones, mais un truc un peu bilingue, puis il y avait 100 personnes là un samedi soir. Tu sais, puis je disais,
bon, il y a quelque chose qui fonctionne, tu sais. Parce que il y a tous les jeunes activistes du climat, là. Où est-ce qu'ils jasent? Quelles actions sont en train de préparer? Alors, il y a toutes sortes de renouveau, mais comment on se branche, tu sais? Et moi, bon, je vieillis, ça fait que là, je mobilise des gens plus vieux qui veulent faire des choses, mais en même temps, c'est tout aussi intéressant, tu sais. Ils ont eu des étoiles dans les yeux au projet Changement à côté quand j'ai montré les photos de Mixang, puis qui disent, oh, on aimerait ça peut-être avoir un atelier de ça. Alors, c'est notre histoire à suivre ensemble. Mais pour recruter la jeunesse, je suis pas sûr que c'est là. Alors là, il va falloir. Ah, mais je vais dire un secret, la jeunesse aussi vieillit. La vieillesse aussi vieillit, oui, oui. Puis là, j'entendais Alain Crevier à la radio parce que du temps de Denis Laudreau, puis le développement, puis le beau développement avec Québec aussi. Mais elle a fréquenté les gens du monde un peu spirituel. Alors, Alain Crevier, il a ses balados être. Et cette semaine, il était à Pénélope, il est chroniqueur. Et puis là, il discutait avec une fille que je connais pas trop, Stéphanie, mais j'ai oublié son nom, peut-être Lacroix. C'était démocratie et spiritualité. Alors, c'était formidable. C'était formidable parce qu'il disait oui, il faudrait qu'on réfléchisse à ça parce que, au fond, c'est la spiritualité qui peut sauver la démocratie, c'est le sens des valeurs, c'est le sens de l'humain. Et en ce moment, c'est comme la blessure béante, là, elle est partout sur la planète là, maintenant. Ça. Et c'est peut-être la spiritualité qui va nous aider à faire le lien, à faire du lien avec ça. Comme les artistes en font aussi, il y a des beaux projets. Moi, je trouve que dans l'aspect culturel aussi, l'art Shambhala a beaucoup aidé. Nous autres, ici, ça a toujours été une valeur importante. Puis je pense qu'on a fait des percées avec ça. Et avec Massimo et Sylvie, ça a été aussi une trace intéressante. Et bon, Stéphane Bédard était là-dedans aussi. Ça a été des choses intéressantes. Puis l'Ikebana aussi. Alors, il y a des choses comme ça qu'on sent que c'est des terreaux où est-ce qu'il y a du potentiel, comme Mixang est plein de potentiel. Il y a des choses simples, puis avec le bagage qu'on a, je pense on peut se servir de ça pour venir nourrir vraiment les éléments qu'on a reçus. Absolument, on a une belle sangha active et surtout polyvalente. Oui, oui, Et ça, puis dynamique, il y a une énergie, on parle d'énergie, mais il y a une grande énergie dans cette sangha oui, qu'on a vécue là, pendant les festivités du cinquantenaire. oui. Et c'est Le programme Zoom, c'était bon en fin de semaine? Vous avez eu combien vous étiez? 6. Ben, pas à pas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'une piste d'avenir pour nous là-dedans, là. faut expliquer quand même aux gens qui nous écoutent. Oui, explique donc. J'étais en train de parler de la formation de notre relève technique. Parce que comme de plus en plus on fait ce genre de choses comme ce soir, et puis des actions en Zoom, et puis des formations en Zoom, et puis, mais aussi des podcasts, et puis des live streams, je ne sais plus comment on dit ça en français, Ah oui. Des balados? c'est pas des balados, c'est des diffusions en images, disons. OK. Ça prend des gens qui savent faire fonctionner la technique, et c'est pas forcément simple. Oui, oui. Non, il y Donc a des voilà, choses à apprendre grâce à là-dedans. Jim qui est notre maître de la technique, et puis Robert avec qui on a installé là on est en train de commencer à dire bonsoir, à dire merci, pardon, alors qu'on n'a pas fini. Mais c'est pas grave, c'est quand même rendre hommage à toute cette équipe qui nous permet de faire ce qu'on fait ce soir. Ah oui, ben Donc je te redonne la parole pour te laisser Est-ce que conclure. Oui, 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 on serait rendu là. Écoute, non, j'ai essayé de revoir. Je dirais que la dernière étape dans mon parcours, c'est là où je suis rendu maintenant, c'est la joie d'enseigner. Alors, c'est évident que ça, c'est encore une fois très riche parce que ben, d'abord, ça nous force à revenir à nos bases, à revenir à nos pratiques, à revenir à nos textes, puis encore là, tout le bonheur dans l'échange avec les gens de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui les aide. On a des bons outils, on a des manuels,
Puis encore là, des fois, on s'aperçoit on peut les modifier. Si on le fait, on va aviser la direction pratique et études pour que il ne faut pas changer les programmes impunément parce que c'est tout un travail d'avoir un apprentissage Shambhala à 10 niveaux, là. Il y a tout un cheminement là-dedans. Puis après ça, il y a tout un autre cheminement qui suit quand on arrive au Vajrayana. Mais moi, je pense que on a beaucoup de drala et d'énergie qui veillent au grain. Notre enjeu, c'est la réceptivité, c'est être capable de ralentir, en fait, pour recevoir ça, pour sentir les messages, pour être à l'écoute. C'est toujours ce même défi-là de prendre bien notre temps, puis de prendre soin les uns des autres, et puis de valoriser cette précieuse vie humaine, hein, parce que on sait pas ce qui nous attend, puis on a des outils en fait pour toutes les situations. Dire 84 000 dans les écrits classiques. On devrait avoir de quoi nourrir, nourrir nos jours. Il est dit dans les écrits bouddhistes que la seule chose permanente, c'est l'impermanence. Exactement. On a au moins une chose qui est certaine. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de choses. En fait, de découvrir les traditions bouddhistes, c'est quand même extraordinaire aussi. Tout l'enjeu, moi qui suis quelqu'un qui aime l'étude, c'est toujours de dire, bon, la bonne dose, puis de rester concentré sur de quoi moi j'ai besoin pour faire tel programme, telle autre chose, puis de pas trop se disperser. C'est un peu le défi de notre époque où on est tellement sollicité, puis nous-mêmes, on a le même enjeu, puis c'est ça, nous, on est dans une situation ici où ça va bien, puis cette problématique de la fatigue, ben, moi, je l'entends un peu dans notre direction études et pratiques, que je vois qu'ils en ont beaucoup quand même. Puis s'ajuster avec, avec l'horaire du Sakyong, puis trouver entre les morceaux comment on fait les choses. Mais il faut prendre soin les uns des autres, puis voir comment on peut, comment on peut aider ou des fois vraiment mais c'est un défi qui est là continuellement. Puis merci à toi d'organiser des choses comme celle-là. Puis je pense que ça m'encourage que tu dises que tu vas inviter tout le monde parce qu'il y a plein de monde qui ont des histoires à raconter. Absolument. Moi, je peux raconter, mais il y en a ici de l'histoire. On va interroger tout le monde. On mettra le nombre d'années qu'il faudra. Voilà. Et puis, surtout, je vais retenir ta parole de la fin qui est prenons soin les uns des autres. Oui, je pense que c'est ce qui est le plus important. C'est le plus important. Oui. Sur tous les plans. Oui, oui, sur tous les plans. Puis moi, je trouve ça drôle en ce moment de me retrouver avec mon instructrice de méditation des premiers jours et la joie qu'on a à se retrouver, à s'accompagner dans des défis tu sais, du quotidien. Et toujours, il y a une fraîcheur qui est là et puis on n'a pas d'âge. Alors, c'est assez magnifique. Ben, pour boucler la boucle, c'est par Esther Rochon que je suis arrivé à Chambala. C'est vrai, hein? Oui, oui, d'ailleurs, moi, Par des connaissances extérieures à Chambala. Ah, ok. Moi, c'est ça, là, je vais relire son éventail de souvenirs baroques et relire ça parce que là, il y a plein de perles là-dedans. Alors, on va l'inviter sur cette chaise. Oui, oui, on va la cuisiner. Oui. Merci à vous. Merci. Merci Jim. Merci Robert. Parce que Oui. même s'il ne participe pas à l'émission, il a été un des moteurs de l'installation technique, ce qui n'est pas rien, parce que ça représentait quelques jours à suer sang et eau à passer des câbles dans les plafonds. ça ne se voit pas, parce que tout est caché. Okay. Tout est dans les murs, tout est caché, on voit rien. Alors, ben, vous avez fait un boulot formidable, franchement. Merci. Alors, et puis donc, la prochaine fois, ce sera l'année prochaine. C'est l'année prochaine, tu as un invité, hein? Oui, c'est Massimo. C'est Massimo, là. C'est Massimo. Donc, ça va être le premier mâle, puisque eh oui. on a avec des dames pour l'instant. Mais ce qui est bien. Voilà. Et puis, Massimo, moi, je pense qu'on va... pareil, ça va être très spontané, donc, mais ça va probablement tourner autour des arts contemplatifs, mais je vais lui laisser
Oui, il va avoir, l'inspiration. il va te faire des surprises. Je ne lui suis aussi. pas inquiet. C'est Je suis pas certain. inquiet. Merci, bonne soirée, prenez Merci, soin de à vous donc, et bientôt. surtout prenez soin les uns des autres, Voilà, c'est-à-dire de vous et des autres. voilà. D'ailleurs, il n'y a pas de différence. Oui. Merci, Jim. Merci, Jules.